Amigo, c'est l'heure de se mouiller. L'Euro arrive dans quelques jours, c'est le moment ou jamais, il faut faire des choix. Pour cette vidéo, j'ai recensé absolument tous les avant-centres passés par l'équipe de France et qui comptabilisent donc au moins une sélection et je vais les classer dans cette petite tier list selon leur talent, mais aussi selon leur impact sur l'histoire de l'équipe de France. De Randal Kolo Muani au grand Tony Vérel, ils vont absolument tous y passer. Et je n'échapperai pas à la grande question de cette vidéo, qui de Thierry Henry ou d'Olivier Giroud est le GOAT? Avant de commencer, laisse-moi te présenter un des outils que j'utilise le plus pour préparer mes vidéos, le navigateur Opera. Réaliser des vidéos, c'est avant tout énormément de recherche. Je passe littéralement des heures à naviguer sur internet et pour vous sortir une vidéo par semaine, j'ai besoin d'en économiser du temps. Donc j'ai besoin d'un navigateur fiable, simple d'utilisation et efficace. Il me faut des options intelligentes comme Aria, l'IA intégrée directement dans un panneau latéral qui me permet de faire des recherches, de vérifier une info par exemple hyper rapidement et efficacement. C'est ça que j'aime bien avec Opera, c'est que tu sens que ce navigateur a été conçu pour des gens comme moi qui travaillent des heures sur ordinateur. Quand je bosse dans un café et que je ne peux pas brancher mon chargeur, je suis bien content d'avoir le mode Battery Saver qui me permet de gagner jusqu'à 1 heure de batterie en mode navigation. Et vu que mon laptop commence à tirer la gueule, c'est pas de refus. Un autre mode qui me plaît bien avec Opera, c'est le mode lucide. Parce qu'avant d'être un créateur de vidéos sur YouTube, je suis avant tout un énorme consommateur de vidéos YouTube. Et d'avoir une option aussi simple qui me permet d'améliorer la qualité des vidéos que je regarde, je trouve ça particulièrement stylé. Bref, je te conseille vivement d'essayer Opera, que ce soit pour le travail ou pour le divertissement, tout est beaucoup plus fluide et en plus le logiciel est entièrement gratuit, je t'ai mis un lien dans la description. Pour bien commencer cette petite tier list, je te donne les catégories que j'ai choisies pour hiérarchiser tout ce beau monde. La première, la classique, le GOAT, le meilleur avant-centre de l'équipe de France selon moi. Juste en dessous, on a la case légende. Je pense que là aussi, ça me semble assez clair. Des joueurs qui ont eu le niveau de performance, les titres, qui ont eu un véritable impact indiscutable sur l'équipe de France et auprès du grand public. On a les bons joueurs. Des joueurs qui sont peut-être pas forcément restés très longtemps en équipe de France, mais qui ont quand même montré quelque chose d'assez intéressant, un certain talent, qui ont eu quand même de bonnes performances. Pas ouf, pas forcément des joueurs mauvais, mais des joueurs aussi qui par exemple ont beaucoup de talent, mais qui ont eu un impact assez négatif sur la sélection ou un impact mitigé. Voilà, ça pourra aussi rentrer dans cette case, ça ne sera pas qu'une question de niveau. Et la dernière, la case... Ah oui, lui là, je l'avais oublié, tu sais, ce mec qui a une seule sélection au compteur et vraiment, tout le monde l'a oublié. Voilà, je pense que là aussi, on en a quelques-uns, ça va rappeler quelques petits souvenirs. Allez, on commence du plus récent au plus ancien. Et on commence donc avec le dernier avant-centre à avoir été appelé par Didier Deschamps, Randal Kolo Muani, le croqueur le plus célèbre de l'équipe de France. Ça se tape peut-être avec Guy Varche. Enfin, faut quand même se rendre compte, le mec s'est fait un nom auprès du grand public français après un raté en finale de Coupe du Monde. Et le pire, c'est qu'il s'est fait un nom positivement à ce moment-là. Bon, depuis, il en prend un peu plus dans la tronche, surtout depuis qu'il est au PSG. Bon, pour l'instant, c'est assez récent, donc je ne vais pas tirer un jugement définitif sur lui. Mais pour l'instant, je le mets en pas ouf. Ça me semble correct pour l'instant, il n'a pas prouvé grand chose. Il montre quand même qu'il a des qualités, il peut être intéressant, je trouve. Il est assez complémentaire avec Mbappé notamment, c'est souvent lui qui vient compenser le fait que Mbappé ne défend jamais par exemple. Il est polyvalent, il se bat bien, devant le but il est pas si mauvais que ça, il est encore jeune. Moi je l'enterre pas de suite. Marcus Thuram. Pour moi, c'est un bon joueur de complément en équipe de France, mais pour l'instant, vraiment pas plus. Et très souvent, c'est rentré... Alors certes, il apporte toujours du dynamisme, de la puissance, de la vitesse, mais globalement, je les trouve un peu maladroites, ses entrées jusqu'à présent. Je trouve pas qu'il ait beaucoup pesé. À voir ce qu'il va nous proposer durant 7 euros, parce que je reste persuadé que c'est un joueur de qualité. En plus, il doit être en pleine confiance, je pense, cet été, avec la belle saison qu'il vient de nous faire du côté de l'Inter. Il a quand même franchi un sacré cap, hein, en passant de Gladbach à l'Inter. À voir s'il arrive à franchir ce même cap en équipe de France. Mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je suis obligé de le mettre en pas ouf. Wissam Ben Yedder, premier quart un petit peu complexe. Joueur souvent boudé par Didier Deschamps. Et à tort, je trouve, parce que vu ses qualités, notamment techniques, et ses qualités de buteur, c'est quand même quelqu'un qui marque minimum 15 buts par saison, quel que soit le club où il joue, quel que soit le championnat où il joue. Il marque énormément de buts, il a beaucoup d'expérience dorénavant. Vu sa technique, vu sa capacité à faire des différences, vraiment, je pense qu'il aurait pu rendre énormément de service. Alors peut-être pas comme un titulaire indiscutable, bien sûr, il y avait quand même
même d'autres monstres à côté, et ça je veux bien l'entendre, mais au moins comme super sub. Pour moi, c'est un mec que tu devais faire rentrer à 20 minutes de la fin d'un match pour débloquer des situations. Voilà, il aurait été parfait, à minima en tout cas, dans ce rôle-là. Mais bon, je pense que il est trop petit et il n'a pas assez de volume de jeu pour Didier Deschamps. Je pense que le gros problème se situe là avec Deschamps. On connaît ses critères de sélection. Donc bon, Ben Yedder, bah pas ouf. Hein. Après, le pauvre n'a pas eu vraiment le choix vu le peu de temps qu'il a eu, le nombre de fois qu'il a été appelé mais où il n'a même pas joué. C'est ça qui est ouf. Ça fait des années qu'il est appelé assez régulièrement en équipe de France, mais il n'a que 19 sélections au compteur. Donc pas ouf, mais clairement, je lui en tiens par rigueur. Pour moi, c'est pas de sa faute, quoi. Il aurait mérité un petit peu plus d'opportunités. Alassane Plea. Bon, moi personnellement, je m'en souviens très bien d'Alassane Plea. On l'a vu grandir, on l'a vu éclore du côté de Nice. Donc forcément, Plea Ben Arfa, Plea Balotelli, c'est des doublettes qui m'ont marqué. Après, auprès du grand public français, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui l'ont déjà oublié. Et ceux qui ne l'ont pas oublié, je pense qu'ils ont peut-être déjà oublié qu'il a une sélection en équipe de France. Bon, après, voilà, le mec, ça fait quand même plusieurs années qu'il joue au Borussia Mönchengladbach. Clairement pas le club le plus médiatisé en France, même si c'est un très bon club allemand. Il n'y a rien d'honteux à jouer là-bas, loin de là même. Très bon joueur, peut-être un petit peu limité techniquement, mais qui avait beaucoup d'envie, qui faisait de très bons appels de balles, très costaud, très généreux sur le terrain, très bonne mentalité. Moi, vraiment, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié, Alassane Plea, et qui s'est vraiment accroché pour arriver au niveau international. Alors certes, une seule sélection, mais je trouve que l'histoire est quand même assez belle pour lui. Donc, je vais le mettre en A, lui, parce que, clairement, je pense que beaucoup l'ont oublié, mais pour ma part, bon petit joueur, quoi. Ah, là, on a du lourd. Le Kicks. Mbappé, alors je l'ai mis dans cette sélection, même si je sais qu'il a beaucoup plus souvent joué sur un côté, mais il a pas mal joué en pointe en équipe de France. Pour moi, ça rentrait dans cette sélection. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de débat, ça rentre directement dans une catégorie légende pour lui. Meilleur jeune de la Coupe du Monde 2018, c'était encore un peu tôt pour le mettre dans le débat du GOAT, même si je pense que dans quelques années, la question se posera. Mais bon, le début est tellement délirant. Vainqueur de la Coupe du Monde, à peine arrivé sur le circuit, meilleur jeune de la Coupe du Monde 2018, buteur en finale, triplé en finale de Coupe du Monde 2022, bon il la gagne pas, mais en tout cas lui il a tout fait pour la gagner, on pourra pas lui enlever. Vainqueur de la Ligue des Nations également, où il finit meilleur buteur et meilleur passeur, avec certes 2 réalisations à chaque fois, c'est pas énorme, mais en tout cas ça reste à son palmarès. Alors moi je veux bien, il est pas assez dribbleur, on n'aime pas sa personnalité, il est arrogant, blablabla, il est trop sûr de lui. Moi ça m'intéresse pas, au contraire moi j'aime bien, je trouve que c'est plutôt une mentalité logique, une mentalité saine. Quand tu veux être parmi les meilleurs, t'es obligé d'avoir cette mentalité. Peut-être que parfois il est un peu maladroit, mais globalement en tout cas pour moi c'est déjà un grand champion, c'est déjà un grand nom de l'équipe de France. Pour moi c'est absolument indiscutable, il rentre dans cette catégorie légende. Et si on me dit l'inverse, c'est qu'on est soit marseillais, soit un très gros hater, disons-le clairement. Anthony Martial. Alors lui, en faisant mon petit recensement, j'étais étonné, il a quand même 30 sélections en équipe de France. Alors c'est pas énorme, mais franchement, je m'attendais vraiment à moins de sa part. Je l'ai tellement peu vu, et ses entrées sont tellement insignifiantes la plupart du temps, que franchement, pour moi, il devait en avoir 15 grands max. À deux doigts de le mettre tout en bas, là, en A oui lui, parce que franchement, vraiment, j'ai très peu de souvenirs de Martial en équipe de France. Mais bon, il a quand même gagné la Ligue des Nations, et puis il a un nom. Il a un nom qui parle à cette génération. Je peux pas le mettre comme si c'était un inconnu du grand public, à peu près tout le monde connaît Anthony Martial, donc je vais le mettre juste en pas ouf parce que voilà, son impact est quasiment nul durant son passage en équipe de France. Pas encore trop tard, il peut peut-être se rattraper, mais je commence à avoir du mal à y croire. Alexandre Lacazette, le vilain petit canard de l'équipe de France, ça. Enfin, de Deschamps surtout. Hein. Faut se rendre compte quand même que le dernier match de Lacazette en équipe de France s'est terminé par un doublé contre l'Allemagne quand même. Mais depuis, on ne l'a plus revu. Le boycott de Zinzin, franchement, ça me fait halluciner. Vraiment, c'est une énigme, quoi. Même quand il plante 30 buts par saison, on l'appelle pas. Vraiment, il doit y avoir un problème extra sportif. Alors, ça fait des années qu'on dit ça, il n'y a toujours rien qui est sorti. J'en avais discuté une fois avec un journaliste qui suit particulièrement l'équipe de France, qui me disait qu'on lui reprochait peut-être une certaine arrogance en extra sportif. Mais franchement, si c'est que ça, c'est un peu ridicule. Après, je sais pas comment ça a pu se matérialiser. Mais globalement, quand on voit l'apport qu'il a sur le terrain, au niveau du collectif et au niveau statistique, je dis pas comme un titulaire indiscutable qu'il aurait dû jouer toutes les compétitions et prendre la place de Giroud. Mais il aurait dû être au moins le deuxième, le troisième choix sur pas mal de saisons, Lacazette. Après, peut-être que là aussi, il y aurait une question de taille comme pour Ben Yedder, hein, parce que c'est vrai que Lacazette, il n'y avait pas bien grand, donc peut-être que ça plaît pas spécialement à Deschamps là non plus pour le poste d'avancante, surtout que Deschamps joue souvent avec une seule pointe, donc souvent pour les entraîneurs jouer avec un attaquant de moins d'1m80 et celui en pointe, ça peut être gênant. Donc peut-être une raison tactique, mais je pense qu'il y a plus que ça. Ah, Giroud!
Olivier Giroud, joueur extrêmement attachant, Giroud, toujours pro, un joueur qui s'est accroché quand les critiques pleuvaient, quand tout le monde se foutait de sa gueule, quand tout le monde le critiquait parce que pendant la Coupe du Monde 2018, il marque pas un but, mais alors que le mec il se battait toujours comme un chien, il se jouait énormément pour le collectif et il s'est toujours tué. Et après, il a su, à la force de ses performances, il a su élever son niveau de jeu pour faire l'unanimité, à tel point qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de le voir partir de l'équipe de France. Je trouve ça beau. Un vrai beau modèle de résilience, Olivier Giroud. Vraiment, je suis très très fan. Le mec est devenu quand même le meilleur buteur all-time de l'équipe de France. 131 sélections, 57 buts, une finale d'Euro, une Coupe du Monde 2018, une finale en 2022 également. Bon, Giroud, un joueur qui aura clairement marqué son époque et marqué l'histoire de l'équipe de France. C'est le meilleur buteur de la sélection, mais pour autant, est-ce le GOAT? Ça, je pense qu'on y répondra un petit peu plus tard, parce qu'on va pas faire semblant qu'il y ait un véritable suspense. On sait très bien que cette place de GOAT va se jouer entre lui et Thierry Henry. Et puis comme ça, ça me donne un moyen de vous garder en haleine jusqu'à la fin de cette vidéo. Pas bête. Ah, un joueur qu'on n'a pas assez vu à mon goût en équipe de France. Kevin Gamero, qui à une époque était quand même vraiment bon, notamment quand il jouait du côté de Séville. Il a fait un passage du côté de l'Atlético avec sa petite doublette avec Griezmann qui était assez sympa également. À cette période, il était appelé un petit peu par Deschamps, mais globalement, il a que 13 sélections au compteur. Je trouve ça assez faible pour un joueur de cette qualité, avec une bonne mentalité également. Là encore, je pense que c'est une question de taille. Je suis persuadé que s'il était un petit peu plus grand, il aurait eu un petit peu plus d'opportunités. Après, contrairement à d'autres, je pense pas que Gamero aurait pu avoir vraiment un rôle prépondérant en équipe de France, qu'il aurait pu réellement être un plus dans les grandes conquêtes de l'équipe de France. Mais voilà, j'ai quand même envie de le mettre en bon joueur, parce que mine de rien, quand il était en équipe de France, il marquait ses petits buts. Il faisait des prestations tout à fait honorables. Joueur un peu sous-coté, même j'ai envie de dire. Un bon joueur, un bon petit joueur. On continue avec Guillaume Moirot. Là, je vais être un petit peu plus sévère. Parce que déjà, si on parle de Ligue 1, Guillaume Moirot, je trouve qu'il y a une réputation un peu plus haute que son niveau de performance. Je trouve qu'il y a quand même un certain décalage. J'ai jamais été très fan de ce joueur, j'ai jamais trouvé très impressionnant. Même en Ligue 1. Je me souviens à l'époque, il était arrivé au PSG après une grosse saison au Havre en Ligue 2. Il était censé être le successeur de Paoletta. Je trouve qu'il a été utile, notamment par sa grande taille, par les buts qu'il a pu marquer, mais globalement, il a fait une bonne saison, pas plus. Il y a une bonne saison qui pouvait faire penser que c'était un joueur de classe internationale, mais ça ne s'est jamais confirmé. Je trouve que c'est un joueur qui était quand même un peu limité. Je pense qu'il a quand même un peu bénéficié du fait qu'il jouait au PSG, de la visibilité que ce club pouvait lui apporter à ce moment-là. Donc bon, je le mets en pas ouf. C'est pas un mauvais joueur en soi, je dis pas que c'est une pite. De toute façon, on parle de joueurs internationaux, donc ça va être compliqué de trouver des vrais nuls, évidemment. C'est pour ça que j'ai pas mis de case nul ou éclaté au sol. Mais j'ai quand même du mal à comprendre ce que Lolo White voyait en lui à l'époque pour le sélectionner. Mais bon, après, au final, il y a quoi? Il y a 5 sélections, il n'a pas tant fait jouer que ça, au final. Ah, Gignac, Dédé Gignac, un bon joueur, ça, un bon gars. Franchement, c'est le genre de mec que j'ai envie de discuter, j'ai envie de parler ballon avec ce mec-là. Il a l'air trop bon délire. Et en plus, c'était un très bon joueur. Moi, j'ai beaucoup aimé Gignac. En équipe de France, il a eu un rôle à peu près en adéquation avec ses accomplissements en club. C'est un joueur qui a été très bon du côté de Toulouse, pas forcément ce qui te permet de prétendre à une place régulière en équipe de France. Et à l'OM, ses premières saisons, je me souviens que c'était quand même assez mitigé et que c'est surtout grâce à Marcelo Bielsa qui franchit réellement un cap au niveau du professionnalisme notamment. Il était beaucoup plus fit grâce à Bielsa et aussi techniquement il s'était quand même bien affiné, il était devenu beaucoup plus tueur devant le but. En plus de sa qualité de déplacement, de son gabarit, de son sens de la finition. Après, je pense que c'est un joueur qui n'avait pas forcément le talent ou le niveau en tout cas pour vraiment prétendre au top niveau international, pour jouer dans un top club qui joue la Ligue des Champions régulièrement, pour devenir un véritable avant-centre titulaire de l'équipe de France. Et je pense que lui-même s'en est rendu compte, je pense qu'il a dû être assez lucide sur ses capacités, sur son potentiel. Et je pense que c'est pour ça que après son passage à l'OM, plutôt que de rester en Europe, il préfère partir au Tigres, vivre une aventure un peu originale dans un pays de foot, dans un club qui lui permet justement de jouer les premiers rôles dans son pays et sur son continent. Donc moi je vais quand même le mettre en bon joueur, 36 sélections, 7 buts.
un poteau salvateur pour ma part. Désolé de vous rappeler un mauvais souvenir. Personnellement, c'en est plutôt un bon. Moi, je vais le mettre en bon joueur. Loïc Rémy, le Thierry Henry de Wish, j'ai envie de dire. Vraiment, la ressemblance, qu'elle soit physique, mais aussi au niveau du jeu, est assez frappante. Par contre, pour ce qui est du talent et du niveau de performance, là, évidemment, il y a quand même une ou deux classes d'écart. Soyons tout à fait honnêtes, mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais joueur, Loïc Rémy. Un peu comme Gignac, je trouve qu'il a eu un rôle cohérent en équipe de France par rapport à son niveau de jeu. Un joueur qui a pu dépanner, que ce soit sur le côté. C'était une époque où je pense que ça manquait un petit peu d'ailier droit et qui a pu jouer en pointe également par moment. C'était un bon joueur, 18 sélections, 5 buts, de prestations tout à fait honnêtes. Ouais, bon joueur. Jimmy Briand. Bon petit joueur de Ligue 1, mais c'est pas ouf quoi. On va peut-être me tomber dessus, je sais pas s'il y a des fans de Jimmy Briand parmi vous, mais déjà, j'ai aucun souvenir de lui en équipe de France. Je trouve ça fou, parce qu'en vrai, moi non plus, je m'en rappelle pas. Limite, je me souviens plus de lui en équipe de France Espoir qu'en équipe de France A. C'est pour dire. Bon, en même temps, il a que 5 sélections au compteur, ça commence à dater, ça peut se comprendre. Mais pour moi, Jimmy Briand, c'est un peu l'éternel espoir du foot français des années 2000, quoi. Il fait que des bons clubs, mais au final, ça floppe à chaque fois. Non, clairement, pour moi, c'est pas ouf. Au niveau équipe de France, c'est clairement pas ouf. Et même niveau Ligue 1, il y a à redire. Bafétimbi Gomis. 12 sélections seulement. Je pensais qu'il avait joué plus souvent que ça en équipe de France. Alors évidemment, je me souviens bien de sa première sélection et de son doublé absolument exceptionnel. Les 2 buts, c'était des bangers. J'aurais bien aimé les mettre à l'écran, mais je pense que ça va pas passer. Je pense que je vais me faire strike. Je vous le conseille, hein, n'hésitez pas après à vous le refaire. Vraiment, les 2 buts sont absolument dingues. Il avait fait de très bons débuts, notamment avec Saint-Etienne. Il avait une bonne gueule, il avait un sacré gabarit. Et ainsi, il avait cette célébration un peu iconique, hein, cette célébration panthère qui lui allait très très bien. Non, franchement, je suis étonné qu'il ait pas pu jouer que ça. C'est vrai que Gomis, pareil, c'est un joueur qui avait peut-être un certain plafond de verre au final, qui a jamais réussi à franchir le dernier palier. Et du coup, ça s'est ressenti en équipe de France. Au final, c'est assez cohérent par rapport à sa carrière. Je vais le mettre en bon joueur malgré tout, parce que voilà, il nous a laissé quand même un bon souvenir malgré le peu de temps qu'il a joué et que ça reste un joueur de qualité. Steve Savidan. Je sens qu'on va me tomber dessus parce que je pense que je vais être assez sévère parce que c'était un mec qui était extrêmement apprécié du grand public à l'époque. Moi je me souviens quand il a vu sa seule et unique sélection avec l'équipe de France, tout le monde était à fond. C'était vraiment l'attraction du jour et on était tous comme des oufs à chaque toucher de balle. On s'est même enflammé sur un retourné raté. On en a parlé pendant 3 jours. Disons-le clairement, si on parle de l'équipe de France, pas de la Ligue 1, si on parle de l'équipe de France, il n'avait pas le niveau équipe de France. On était tous contents de le voir là, mais c'était plus pour le storytelling, et moi aussi ça m'a fait plaisir. Vous me connaissez, moi j'aime bien les joueurs partis de rien, et là on parle d'un mec qui jouait à Angers en début de carrière, mais je crois qu'à cette époque là ils étaient en national, et à côté de ça il travaillait comme barman et comme éboueur, tu vois, et le mec il arrive international français, et en plus t'as cette fin un petit peu tragique avec Monaco. Alors un peu tragique, après il est pas mort évidemment, mais on lui détecte une anomalie cardiaque au moment de signer le contrat de sa vie à Monaco, tu vois. Bon, ça devait quand même être assez dur à encaisser. Bah d'ailleurs, il y avait un reportage au tout début de la chaîne, il y a encore, si vous voulez aller le voir. J'avais été le rencontrer et il me disait vraiment, ça avait été extrêmement dur pour lui d'encaisser le coup. Moi, j'aime beaucoup l'histoire autour de Steve Savidan, mais si on parle d'équipe de France, il n'a aucun impact sur l'histoire de l'équipe de France et il n'avait pas le niveau pour prétendre à plus. Donc c'est une jolie petite histoire, mais ça reste pas ouf. Florent Sinama Pongol. Alors, je l'avais pas oublié en tant que joueur, mais alors en tant qu'international français, je me souviens pas. Alors, je me souviens de lui en équipe de France Espoir avec Anthony Le Tallec, hein, les 2 grands espoirs du Havre qui signent en même temps à Liverpool. On avait fait des caisses avec eux à cette époque-là. Et encore, autant je trouve que Anthony Le Tallec s'est plutôt bien relancé en Ligue 1 et a fait une carrière assez honorable, autant Florent Sinama Pongol, lui, il a fait pas mal de clubs dans sa carrière, il a beaucoup voyagé, il a fait pas mal de clubs assez stylés, mine de rien. Il fait l'Atlético, il fait le Sporting. Bon, Liverpool, ça c'était au tout début, c'était vraiment un gros espoir à cette époque-là, donc ça c'est plutôt logique. En France, il fait quand même Saint-Etienne. À l'époque, il avait joué en Espagne à Saragosse également, qui était un bon club à cette époque-là. Et au final, il finit sa carrière en Thaïlande, tu vois. Et si tu regardes, la meilleure saison de sa carrière, c'était au Recreativo Huelva. Donc clairement, c'est pas ouf du tout. C'est pas ouf du tout, mais je pense que je vais le mettre encore un cran plus bas, je vais le mettre en ah oui lui, parce que lui vraiment je pense qu'on a tous oublié à peu près son passage en équipe de France. Ah, les problèmes commencent. Là je sens que c'est la take qui va me valoir des screens de merde sur Twitter et des insultes. C'est sûr et certain. Karim Benzema, je suis désolé, mais pour moi il n'y a pas de débat, t'es obligé de le mettre en pas ouf. Alors non pas
pour son talent, évidemment. Si on me dit, au niveau talent pur, on est sur l'un des plus grands talents de l'histoire de l'équipe de France, là, ça serait tout en haut de la liste, il n'y a pas de souci. Si on me dit, grand joueur de l'histoire du football français, parce qu'il a marqué le football français par ses performances en club, que ce soit ses débuts extraordinaires avec l'Olympique Lyonnais et ses dernières saisons avec le Real Madrid, son ballon d'or, oui, de manière absolument indiscutable, il n'y a pas de souci. Mais son apport en équipe de France, hormis ses bonnes prestations en demi et en finale de Ligue des Nations, c'est quand même très très limité. Surtout qu'en plus, il y a 2 passages de Benzema en équipe de France. Il y a l'avant et l'après à faire Valbuena. Et si on se souvient bien de l'avant, après peut-être qu'on va voir me jeu des tours, mais j'ai surtout le souvenir d'un joueur extrêmement irrégulier, qui n'était pas très efficace, qui était très souvent remis en question. Donc vraiment, à cette époque-là, c'était pas super convaincant. Et après, effectivement, il fait un bon retour. Mais bon, ça avait été compliqué, l'association avec Mbappé et Griezmann en même temps, ça se marchait peut-être un petit peu dessus. Son niveau était bon, globalement, hein. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher sportivement, mais c'est arrivé un petit peu trop tard au final. Donc sportivement, le bilan est quand même très discutable, mais extra-sportivement, là, il est plus que discutable, il est extrêmement controversé, avec l'affaire Valbuena pour laquelle il a été jugé. Je vais pas en mettre une couche, c'est bon, on en a suffisamment parlé, il l'a bien payé avec sa suspension quasiment CDI, là, mais ça aussi, ça laisse un impact extrêmement négatif sur son passage en équipe de France. Je suis obligé de le mettre en pas ouf. Mais encore une fois, c'est pas une critique envers son talent, évidemment. Ah Frédéric Piquion, une sélection en équipe de France. Ça me gêne un peu de parler de lui parce que je le connais, c'est un très bon gars. On a travaillé ensemble à l'époque à RMC Sport. Et c'est vraiment un très très bon gars. Alors oui, c'est un joueur qui avait des qualités si on parle de Ligue 1, mais pour le niveau international, bon... Même en Ligue 1, son bilan est quand même assez discutable. Ses passages dans les meilleurs clubs, que ce soit Monaco, que ce soit Lyon, au final, ça floppe. Alors pour le niveau international, c'est quand même compliqué. Donc je vais le mettre en pas ouf parce que malgré tout, ça reste un nom de notre Ligue 1. Je pense que si on connaît le football français, on se souvient quand même de Fred Piquion. Il avait une gueule, il avait un style. Mais je peux pas le mettre plus haut, quoi. Louis Sarr. Très bon joueur ça aussi également, un très très bon joueur. En Ligue 1 il était parti assez rapidement du FC Metz, mais en PL, que ce soit avec Fulham, même avec Manchester United, c'est quelqu'un qui avait montré de très belles choses, qui a vraiment une très très belle réputation d'Angleterre. Un peu moins en France du coup du fait de son départ assez précoce je pense, et je pense qu'on l'a un peu oublié, d'autant plus que c'est un joueur dont la carrière a été quand même pas mal minée par les blessures, et forcément ça s'est ressenti également dans ses convocations en équipe de France. 20 en sélection pour Louis Sarr en équipe de France, 4 petits buts. Bon, honnêtement je vais pas mentir, autant je me souviens pas mal de son passage en première ligue, de son rôle de super sub à Manchester United à la grande époque, mais alors en équipe de France j'ai vraiment aucun souvenir, donc je vais le mettre en ah oui lui. Peggy Louis Ndoula, joueur que je trouvais excellent à ses débuts, à Strasbourg, c'était très prometteur. À Lyon également, il avait montré de très belles choses. Mais dès qu'il s'est agi de voler par ses propres ailes, notamment quand il est parti du côté de l'OM, où il était censé être le successeur de Didier Drogba, j'ai l'impression quand même que sa carrière s'est un peu écroulée. À l'OM, ça flop. Derrière, je crois qu'il part au PSG, ça flop également. Je crois qu'après ça, il passe plus jamais la barre des 10 buts en Ligue 1. En équipe de France, j'en parle même pas. 6 sélections, 1 but. On pourrait presque le mettre en ah oui lui, mais... je pense que c'est un nom qui parle à beaucoup de gens parce qu'il a été quand même très longtemps dans des très bons clubs de Ligue 1. Mais donc je vais me mettre en pas ouf, hein. Je peux pas le mettre plus haut. Djibril Cissé. Djibril Cissé, bordel. Quel joueur. Ah, Auxerre, j'étais tellement fan, mais vraiment, le flow qu'il avait là, quand il te marquait ses 25 buts par saison, avec son petit maillot moulant Kappa, floqué PlayStation 2 devant, ah franchement, c'était incroyable. C'était la belle époque, il y a un petit côté Madeleine de Proust avec cet AJ Auxerre, hein, ça c'est clair. Légende de Ligue 1, rien à dire, icône de Ligue 1, rien à dire, mais par contre, au niveau international, au niveau équipe de France, ça me semble quand même assez limité. Alors pas mal de sélections, mine de rien, 41 sélections, 9 buts, c'est pas dégueulasse, mais on retient quoi au final ? Moi, je retiens rien de son passage en équipe de France. Un coup, il vient pas. Souvent, il y avait d'autres mecs qui étaient appelés à sa place. Il ne s'est jamais installé comme un véritable titulaire de cette équipe de France. Et personne ne l'a jamais vraiment réclamé, au final, hormis vraiment peut-être au tout début, quand il était à la JOCR. Du côté de l'OM, il y a une grosse saison, si je me souviens bien. Mais au global, son bilan reste quand même assez mitigé. Et quand il part, j'ai pas l'impression que du côté du Vélodrome, on l'ait particulièrement pleuré. Pour moi, c'est un joueur qui avait quand même un certain plafond de verre. Peut-être une limite au niveau technique,
technique. Je pense que c'est quelqu'un qui devait jouer absolument dans des équipes de transition, puisque sa qualité principale, c'était quand même la vitesse. Alors à Auxerre, avec Giroud, là, ça jouait quand même assez bas. Donc quand ça partait en contre, il se régalait. Mais quand il jouait dans des équipes plus dominantes, où les blocs sont un peu plus resserrés devant, là, ça devenait un petit peu plus compliqué pour lui. Donc à Liverpool, il ne s'est pas imposé. En équipe de France, il ne s'est pas imposé. À l'OM, encore une fois, ça a été quand même globalement assez mitigé. Et après ça, le niveau a baissé au niveau des clubs pour lesquels il a joué. Pour moi, c'est un pas ouf, hein, même si j'aime beaucoup le joueur. Mais sur son passage en équipe de France... il n'y a pas grand chose à retenir, hein. Si vous avez des bons souvenirs à me remémorer, dites-le moi dans les commentaires, mais là concrètement, j'aimerais bien, hein. Je cherche, hein, mais vraiment je vois pas ce que je peux faire pour le mettre plus haut. Daniel Moreira, est-ce que vous vous souvenez de ce mec là? Là, on va voir les vrais amateurs de Ligue 1. Bon, évidemment, si t'es supporter lensois, ne réponds pas. Je sais très bien que tu t'en souviens. Du côté de Lens, c'est clairement une icône, ce mec qui était tellement fort. Là aussi, il y a un côté Madeleine de Proust. Le grand RC Lens de l'époque, avec le maillot doré, le flocage orange, la doublette avec Dagui Bakary et Antoine Sibierski derrière. John Utaka également, qui joue avec lui, très très fort. Ça me rappelle la victoire contre Milan, avec Moreira qui marque, avec John Utaka qui marque. Elle était belle, cette équipe. Moi, je l'aimais beaucoup. Franchement, je sais pas laquelle je préfère entre... le RC Lens de cette époque-là ou le RC Lens de Francaise. Ah, il y a un gros débat. Là, pour le coup, les Lensois, je veux bien votre avis. Lequel vous avez le plus kiffé? D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une anecdote assez marrante sur Daniel Moreira. C'est un de ses anciens coéquipiers qui me l'avait dit, personnellement. Hein, c'est pas un on-dit ou quoi que ce soit. Il se faisait appeler le chat dans le vestiaire parce qu'il refusait systématiquement de prendre la douche après les matchs. Bon, j'imagine qu'il les prenait chez lui, j'espère. Mais du coup, tout le monde lui disait, mais t'es un chat, t'as peur de l'eau, pourquoi tu viens pas prendre la douche? Voilà, faites-en ce que vous voulez. Bref, Daniel Moreira, bon joueur de Ligue 1, mais je pense qu'au niveau international, je crois qu'à peu près tout le monde l'a oublié. Je sais pas, est-ce que je le mets en pas ouf? Ou je vais le mettre en ah oui lui, je pense qu'on l'a juste oublié au final. Bon petit joueur, mais pas plus quoi. Après, je reprécise bien encore une fois, hein, bon, quand je dis pas ouf, bon petit joueur sans plus, je parle au niveau international, je parle au level Thierry Henry, Shevchenko, qui vous voulez, voilà, je veux dire, c'est ce niveau-là, le niveau international, donc ne le prenez pas mal, si des joueurs comme Daniel Moreira, je dis pas que c'est des joueurs incroyables, là on est quand même à l'échelon ultime. Voilà, là par exemple, David Trezeguet, là on est à l'échelon ultime. Là, on est quand même sur le renard des surfaces ultimes. Lequel squatte le mieux la surface de réparation entre lui et Inzaghi, je ne sais pas. Trezeguet, attaquant de légende, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Je vais pas le mettre dans le débat du GOAT, parce que c'est un joueur qui, mine de rien, a souvent été remplaçant dans cette équipe de France. Un joueur qui a certainement beaucoup souffert de la présence de Thierry Henry en même temps, et du fait qu'aucun sélectionneur n'a réellement réussi ou eu envie de les associer tous les deux en pointe. Alors je pense qu'il y avait quand même une complémentarité qui pouvait se trouver entre ces deux-là. Je pense pas qu'ils étaient incompatibles, je pense que les deux avaient des profils totalement différents, un qui était plus dans la profondeur, dans la percussion, l'autre qui était plus dans la finition, ou même dans le jeu en remise de temps en temps. Donc je comprends pas trop qu'on n'ait pas plus tenté que ça. Après il y avait certainement aussi de la place à faire pour d'autres joueurs. Faut dire que l'équipe de France en 98, en 2000, c'était quand même quelque chose en termes de choix d'attaquants. Donc moi je le mets seulement en légende, vrai neuf, un vrai buteur, un obsédé du but, c'est tout ce qui l'intéressait. Et puis c'est quelqu'un qui, même sans être un titulaire absolument indiscutable de cette équipe de France, a eu un énorme impact. Bon, que ce soit positif ou négatif. Positif à la finale de l'Euro 2000, évidemment, avec le but en or, bien sûr. Mais en 2006, avec ce petit tir au but loupé contre l'Italie, là encore, il est clairement dans la légende pour le meilleur et pour le pire. Ah bah, un qui est dans la légende pour le pire. Nicolas Anelka, immense talent, ça là aussi y a rien à dire, mais piètre mentalité, vraiment. Puis même en termes de performance, au final c'est 0 but en tournoi majeur. Je crois qu'il fait quelques passes décisives durant l'Euro, notamment une contre le Portugal. Bon, voilà, Nicolas Anelka, je pense que tout amateur de l'équipe de France, quand tu lui parles d'Anelka, il va penser avant tout à problème extrasportif. Bon, là aussi, comme pour Benzema, je vais pas rentrer dans le détail, je suis pas là pour juger ça, mais voilà, je constate en tout cas, et je pense qu'aujourd'hui son impact est clairement négatif, malgré son talent. Un autre cas un petit peu à la Benzema quelque part, malgré tout son talent. Donc un nom dont on se souviendra dans l'histoire du football français, quelque part, mais trop par la négative.
Donc moi je vais le mettre en pas ouf au final. Ah, celui-là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui se souviennent de lui. Frédéric Ney. Ça me fait rire, c'est les noms Ligue 1 Legends pour ceux qui suivaient mon émission là sur la chaîne Twitch de la LFP à l'époque. Frédéric Ney, un bon nom Ligue 1 Legends parce que c'était un bon joueur de Ligue 1, très bon joueur de Ligue 1. On se souvient de sa doublette avec Pierre-Yves André du côté de Bastia. Un joueur très intelligent, un buteur très intelligent. Mais au final, c'est une grosse saison. Quand il a tenté sa chance du côté de l'OL, quand il a fallu se frotter à des grands noms type Sonny Anderson, au final... bon, on a vite vu le plafond au-dessus de sa tête. Bon, il a gagné une Coupe des Confédérations, mine de rien. C'est déjà pas mal. Mais bon, je suis obligé de le mettre dans la toute dernière catégorie. Je pense que tout le monde a oublié son passage en équipe de France. Tony Vérel, le mulet le plus célèbre de France, bordel. Bon, peut-être pas forcément connu par les plus jeunes d'entre vous, mais connu par le grand public de Ligue 1. En tout cas, lui direct, je pense que je peux pas le mettre dans la dernière case. Je peux pas le mettre en ah oui lui, parce que vraiment, si on connaît la Ligue 1, normalement Tony Vérel, on le connaît. Soit par ses exploits du côté du RC Lens, par ses prestations du côté de l'Olympique Lyonnais, où au global, c'est très mitigé, mais quand même, on s'en souvient un peu. C'est un joueur qui avait quand même une grosse réputation à l'époque. Légende de l'AS Nancy-Lorraine également, on n'oublie pas. En équipe de France, bon, on peut pas dire qu'il ait laissé un quelconque souvenir, c'est pas ouf. C'est pas ouf, et en plus de ça, on va rajouter là aussi les problèmes extrasportifs, même si là, ça n'a pas de rapport direct avec l'équipe de France. Bon, pour ceux qui connaissent pas la petite anecdote, il a été accusé, il clame toujours son innocence apparemment, mais il a été accusé et jugé coupable apparemment d'avoir tiré sur des videurs de boîtes de nuit. Voilà, il aurait tiré au fusil sur des videurs. Pas ouf comme legacy, mais bon, là ça rentre pas dans l'histoire de l'équipe de France, mais dans tous les cas, c'est pas ouf, quoi. Ah, le gros dossier, ça y est, on y arrive. Bravo à ceux qui ont patienté jusqu'au bout, même s'il nous reste encore 3-4 joueurs dans la liste. Thierry Henry, déjà on sait très bien qu'à minima ça sera dans la catégorie légende. Maintenant le débat se place sur quelle position on lui donne. Est-ce que c'est vraiment l'avant-centre numéro 1 de l'équipe de France ou est-ce Olivier Giroud? D'un point de vue statistique, si on est extrêmement pragmatique, c'est non. Giroud est le meilleur buteur all-time de l'équipe de France. Moi j'ai quand même du mal à me fier uniquement à une lecture purement statistique. Parce que je pense que déjà, en termes de talent pur, Thierry Henry était quand même largement au-dessus de Giroud. Monstre sacré de l'équipe de France, une aura, un charisme absolument incroyable, un palmarès de zinzin. Coupe du Monde 98, même si on se souvient que c'était encore un petit jeune à cette époque-là, il n'a pas non plus une énorme influence dans cette épopée. Par contre, Euro 2000, masterclass. Sa finale contre l'Italie, je pense que Cannavaro et Alessandro Nesta, pas les pimpins de l'année, s'en souviennent encore, notamment leur rein. C'était quand même quelque chose. Il y a la Coupe des Confédérations également, Coupe du Monde 2006 également. Bon, il y a quand même une certaine longévité, il y a un talent, il y a les stats également, parce que bon, il n'y a pas une énorme différence de but non plus entre les deux. Je veux bien que ce soit ouvert au débat, mais moi je trouve quand même que Thierry Henry a plus marqué l'histoire de l'équipe de France, encore une fois, par son talent, par sa personnalité. Je pense pas que ce soit abusé de le mettre en GOAT, très sincèrement. Moi, j'ai envie de le mettre tout en haut et de mettre Giroud vraiment juste un petit cran en dessous. Stéphane Guivarch, la version bêta de Giroud quelque part. Ah, le joueur absolument critiqué, pas beau à avoir joué, pas assez efficace, mais qui était tout le temps titulaire en 98. Hein, c'était lui le titulaire à la pointe de l'attaque, avec Zizou, avec Djorkaeff derrière, c'était lui. Le mec qui se dépouillait sur le terrain, qui était assez intelligent, assez utile, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il était aligné systématiquement par Aimé Jacquet. Mais ça me marquait pas. Moi, c'est un joueur qui me fait de la peine parce que lui, pour le coup, après 98, on l'a plus revu. Et du coup, on le fait un peu passer pour un énorme nulard. En tout cas, le grand public le fait passer pour un énorme nulard. Alors que derrière, il fait quand même une très belle carrière, hein, que ce soit en Ligue 1, que ce soit même en Première Ligue à l'époque. Guivarch, c'était pas n'importe qui en vrai. Mais voilà, il avait pas un nom stylé, il a pas marqué en 98, donc du coup, tout le monde se foutait de sa gueule. Moi, je me souviens à l'époque, on se foutait beaucoup de la gueule de Guivarch et de Carambeu. Alors que c'était des mecs qui avaient quand même de sacrées carrières. Donc ouais, la version bêta de Giroud, sauf que lui, derrière, il a pas eu l'opportunité de se faire apprécier par le grand public. Il a pas eu cette chance-là. Bon, j'ai un petit peu de peine pour lui, mais pour autant, je suis obligé de le mettre en pas ouf. Je vais le mettre en pas ouf, 14 sélections, un but seulement.
Ok, merci pour la Coupe du Monde 98, mais c'est vrai qu'il aurait fallu un petit peu plus quand même pour être positionné au-dessus. Lilian Lasland, bordel, ça c'était un vrai bon attaquant de D1. Et de Ligue 1 aussi d'ailleurs, hein, puisqu'il a quand même une bonne longévité. On se souvient de sa doublette avec Wiltord à Bordeaux, hein, son but retourné avec la JOCR contre Dortmund. Ça aussi, c'était quand même quelque chose. Puis on se souvient, c'était un personnage, c'était vraiment un attaquant années 90 ce mec, tu vois. Il avait vraiment une dégaine de cette époque avec sa grande carcasse, ses cheveux blonds décolorés, ses sourcils épilés, un peu trop même d'ailleurs. C'était un personnage de cette époque, Lilian Lasland. Mais bon, j'imagine qu'aujourd'hui, on se souvient plus trop. Ou si on s'en souvient, c'est vraiment pour ce qu'il faisait en Ligue 1. Mais en équipe de France, c'est 7 sélections, 3 buts, hein, mine de rien, le ratio est pas dégueulasse. Mais bon, je pense que ça reste totalement anodin à l'échelle de l'histoire de l'équipe de France. Donc pour moi, c'est un ah oui lui. Voilà, c'est un bon petit souvenir, pas plus quoi. Bah pareil pour le dernier, hein, Steve Marley. Encore un qui, je pense, a dû être oublié par le grand public. Aucun souvenir de lui en équipe de France, je suis tout à fait honnête. Mais en Ligue 1, c'était un joueur quand même assez bizarre. Pour le coup, là, je m'en souviens, que ce soit du côté de l'OL, que ce soit du côté de l'OM. C'était un joueur qui avait une grande qualité technique, qui pouvait te marquer des bangers, mais vraiment, il te mettait des buts de fou, mais qui allait te manquer l'immanquable, ou des buts quand même assez faciles, qui étaient assez irrégulier, alors que je voyais que vraiment c'était pas le talent qui lui manquait. C'est dommage, c'est quand même assez dommage. Je pense que si ce mec avait été un peu plus efficace, je pense qu'il aurait pu faire son trou en équipe de France. 23 sélections, hein, mine de rien, c'est pas non plus dégueulasse. Voilà, je vais pas le mettre en pas ouf, parce que voilà, c'était quand même un bon petit joueur, il a marqué quand même quelques buts, hein, 23 matchs, 6 buts, bon joueur de son époque. Je vais le mettre quand même en ah oui lui, parce que bon, pareil, au niveau du grand public, je pense que tout le monde l'a oublié. Bon, ben voilà, il est sympa ce petit tableau. Dis-moi ce que t'en penses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à me dire qui est ton GOAT si tu n'es pas d'accord avec moi. Ou à me dire juste ton joueur préféré. Ça sera toujours bien pour le référencement, ça aussi, ça marche bien. Donc n'hésite pas. N'oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ça me ferait très plaisir. Et écoute, moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.